Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous spécial sur Touchdown Actu. Je suis très heureux de vous retrouver car aujourd'hui on va vous proposer une interview qui va nous plonger dans l'univers du college football, le football américain universitaire, avec l'un des nombreux Français qui réussissent à représenter fièrement le drapeau tricolore outre-Atlantique. Défenseur des Virginia Tech Hokies depuis 2020, 17 matchs joués, 30 plaquages, un sac en 2 saisons du côté de Blacksburg. Wilfried Penney est avec moi. Salut Wilfried. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tu vas bien et encore merci à toi de m'accueillir. Ben, je vais très bien. Merci à toi également de nous faire part de ton temps pour revenir un petit peu sur ta carrière jusque-là et puis sur tes objectifs futurs. C'est ce qui va notamment nous intéresser parce que vous le savez, hein, Touchdown Actu, c'est du college football et de la NFL. On dresse majoritairement la NFL. On se doute quand même que tu scrutes un petit peu voilà, l'échelon supérieur de manière intéressée puisque voilà, on peut le dire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé d'emblée pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le football américain universitaire. Mais voilà, Virginia Tech, ça fait partie des principales conférences de première division universitaire. Donc voilà, ça reste des universités très, très suivies aux États-Unis. C'est ça. Donc ouais, c'est ça, c'est là on est concentré là sur le collège, mais après Hmm. forcément on regarde, comme tu as dit, le niveau supérieur, la NFL, sur ces prochaines années qui arrivent. Donc voilà. C'est ça. Alors, on va replanter un petit peu le décor tout à l'heure concernant ta saison actuelle chez les Hokies et ce qui va s'en venir. Euh, Représente-toi peut-être un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas du tout. Déjà, rappelle-nous peut-être un petit peu comment tu as découvert le football américain, parce que c'est vrai que on le voit avec certains Français en ce moment qui percent aux États-Unis, il y en a qui sont arrivés un petit peu sur le tard. Globalement, de ce que j'ai compris, tu as quand même fait tes classes, on va dire, dans des associations françaises, et C'est notamment ça, les pionniers. notamment les pionniers, là où vraiment tout a commencé, avec Maxime et Kevin Gillet, deux coachs qui étaient aux pionniers à l'époque. Mhm. Euh, il m'avait recruté et il me voit au loin, il m'interpelle et depuis ce jour, bah voilà, l'aventure a continué. Donc ça a commencé comme ça, les pionniers. Ensuite, j'ai fait les détections du Junior Bowl. Mhm. Euh, il m'a emmené jusqu'au comment ça s'appelle? Jusqu'à Donc, le, l'équipe de ju- France. donc, le Junior Bowl, on rappelle, c'était un événement annuel qui était organisé notamment par la Fédé, justement pour détecter un petit peu les nouveaux, enfin les jeunes qui perçaient un petit peu, justement pour intégrer par exemple le pôle équipe de France que tu C'est vas ça, intégrer par la suite. c'est ça, tout à fait. Donc ouais, c'est ça. J'avais fait le Junior Bowl, donc j'avais été sélectionné pour l'équipe de France et en même temps, les coachs justement bah, du pôle m'avait en même temps repéré et m'avait demandé de devenir un candidat pour intégrer le pôle, Mhm. que ce que j'ai fait. Et après, bah, de fil en aiguille, voilà, intégration du pôle, équipe de France, championnat d'Europe en 2017, où je deviens vice-champion de France. Après, ça faisait, je crois, plus de 10 ans ou un truc comme ça que la France n'avait pas battu l'Allemagne en catégorie jeune. C'était un grand honneur. Et après ça, l'année suivante, avec les Spartiates, j'étais en double surclassé. Car du coup, à l'époque, quand tu intégrais le pôle sur Amiens, tu jouais aussi avec les Spartiates, donc soit avec les juniors ou avec les seniors. Et du coup, moi, j'étais en double surclassé senior, où on est Ça, ça- arrivé en... ça- ça jouait déjà en élite à l'époque, en première division française, ou c'était en D2? On était en D2, justement. Et D'accord, ok. c'est là, justement, en 2018, c'est là où on devient champion de France D2. Mhm. Et cette année-là, ils sont montés en élite, du coup. D'accord. Juste avant de faire la petite parenthèse concernant ce qui s'est passé après, notamment aux États-Unis, euh, qu'est-ce qui se passe du côté de Tours? Parce que, a priori, Jeffrey Mba a un lien quand même assez étroit avec les pionniers. Il me semble qu'Emeric Kumba, notamment, qui s'est engagé avec Michigan, vient des pionniers de Touraine aussi. Il y a quelque chose de spécial chez les pionniers, comment tu l'expliques? Et je sais pas, hein, je crois que je faisais partie des premiers et ça a fait C'est ça, t'as que ouvert la voie, on peut le je dire. vois que non, après c'est grâce aussi à un des coachs, Abed, qui a pas mal de connexions et du coup qui Jeffrey connaissait Abed. Donc quand Jeffrey
est revenu en France. Abed l'a pris sous son coude et du coup, il l'a fait jouer un peu au pionnier. Et après Jeffrey est reparti aux États-Unis car il a eu d'autres opportunités. Et du coup, après, bah oui, il avait recruté un jeune joueur et du coup, maintenant, qui part à Michigan. C'est ça. Euh, il avait fait Pépé Recrute, donc Pépé Recrute l'avait aussi aidé. Mais ouais, mais j'ai l'impression que voilà, les pionniers, tu connais, hein. Il y avait le Flash qui avait commencé à envoyer des joueurs avec Anthony Mangou. Euh, j'ai l'impression que Ça va devenir le nouveau pan maintenant, de recrutement. Voilà, on va avoir plein de scouts américains du côté de la hein, Touraine. Ça va être formidable. En plus, c'est en première division cette année. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil là-bas, c'était pour la tu petite connais, parenthèse et pour le petit big up au passage. franchement, je sais pas, hein, il y a un truc, on dirait, avec les pionniers pour envoyer à l'étranger. Donc écoute, on C'est prend. ça. C'est ça. Donc, du coup, si je résume grossièrement, donc, on a parcours cadet chez les pionniers, parcours junior surclassé chez les Spartiates. Du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas justement pour aller de l'autre côté de l'Atlantique et surtout pour choisir un chemin qui n'était pas forcément conventionnel pour l'époque, puisqu'au lieu de partir au Canada avec notamment Ted for Mines, par exemple, où ça se faisait beaucoup, tu es Mhm. plutôt parti du côté donc, des États-Unis directement et notamment du côté de Saint Thomas More, un lycée du Connecticut. C'est ça. Donc en fait, j'arrivais justement après le championnat de France avec les Spartiates. Euh, et Donc, un c'est dès match, 2017, ça. c'est ça, c'est dès 2000. Du coup, c'est dans l'année 2018. C'est en Pardon, 2018. ouais, d'accord, ok. C'est en 2018. Et du coup, j'avais une connexion à moi, et dont aussi Jeffrey Mba, qui m'ont fait une passe D. Et ils m'ont mis en contact avec un gars des États-Unis qui, de fil en aiguille, après, m'a aidé à avoir mes papiers, etc. Euh, et c'est comme ça que je suis parti. Mais après, je vais pas te mentir, c'était un cauchemar après. L'aventure, elle est tellement compliquée, elle est tellement longue. Hmm. C'est mieux que si on oublie. Mais j'ai atterri correctement après à Saint-Thomas-More. Et du coup, en fait, pourquoi j'ai décidé de partir aux États-Unis? Bah, de un, je voyais trop de gens partir au Canada et soit juste rester au Canada ou revenir en France. Et ça m'intéressait pas vraiment de faire ça. Et moi, je voulais quelque chose aussi d'unique. Mhm. Hum, Et aussi des personnes, tu sais, qui ne croient pas en toi ou des trucs comme ça. Donc, c'est pareil. Ça m'a donné, Oui, c'est un ça m'a challenge supplémentaire, ouais. donné un challenge, exactement. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup les challenges. Donc, si tu me dis, il faut pas faire ça, tu vas pas y arriver, Ça booste encore plus. ça me booste encore plus. Et ce challenge-là, je l'ai remarqué très rapidement, que j'aimais beaucoup les challenges. Je l'ai remarqué depuis que j'ai commencé le foot US et que même au collège, mes profs, ils disent, mais pourquoi tu fais ce sport? Tu n'y arriveras pas, ça sert à rien, ça t'emmènera nulle part. Hmm. Je dirais Ouais. que tout ça, tous ces petits challenges tu sais, ça m'a, au lieu de me rabaisser, bah, ça m'a donné justement l'envie et la motivation justement de prouver à ces personnes qu'elles avaient tort et que voilà. Donc, c'est vraiment tous ces petits trucs qui ont fait que j'ai voulu partir aux États-Unis et pas au Canada. Tu parlais de début un peu compliqué. Il y en a beaucoup, je pense, qui choisissent aussi le Canada parce qu'il y a aussi le confort au Québec, par exemple, de parler français. La barrière de la langue, je sais que ça a posé problème, par exemple, à Junior Ao lors de ses premières années du côté du Nouveau-Mexique. Ça a Ouais, été ouais. un gros challenge là aussi pour toi à ce niveau-là? Ouais, ouais, ça a été un très gros challenge. Donc, au début, en soi, bah, c'était un challenge, mais moi, j'étais pas vraiment tout seul, j'étais avec Jeffrey. On était ensemble sur la première année. Et, euh, et après, du coup, lui, quand il est parti, et que moi, du coup, je suis resté, vu que j'avais encore un an à faire en lycée, euh, ouais, là, je me suis retrouvé tout seul, j'ai fait purée. Mon anglais, il est bof, parce que du coup, pendant la première année, la première année, bah, avec Jeffrey, on traînait que ensemble, donc on faisait que parler français. Oui, ça Euh, t'habitue pas forcément à communiquer en anglais, ouais.
plus, on était dans une petite école, c'était une Mm. école privée. Donc, tu vois, tu peux pas sortir. Donc, en soi, si tu fréquentes que cette personne-là tous les jours, bah forcément, ton anglais, tu vas comprendre, mais après, tu vas pas forcément être capable de parler ou autre. Donc, au début, ouais, ça a été très, très compliqué au niveau pour parler, pour articuler, etc. Et après, du coup, bah, ma dernière année, quand Jeffrey était pas là, c'est là que j'ai fait, ah, ok, maintenant je suis tout seul. Il faut que j'apprenne à un peu plus communiquer avec les gens autour. Et même après, pour quand les recruteurs de collège venaient te parler, ça te donne une pression en plus. Donc, ouais, ouais, non, ça a été tough. Ça a été tough au début. Mais après, au fur et à mesure, vraiment, c'était vraiment pendant 6 mois, euh, j'ai vu que voilà, l'amélioration était là. Euh, j'arrivais à articuler, j'arrivais à parler, j'arrivais, etc. Donc, donc Oui, c'était, il y a une adaptation qui s'est facilitée petit à petit, ouais. c'était ça. Et du coup, voilà, après c'est allé de mieux en mieux. Donc voilà. Une question que je me posais et qui va être intéressante parce que du coup, pour ceux qui n'auraient pas conscience, donc tu as été recruté par Virginia Tech en tant que tight end. Mm. Tu jouais principalement en attaque ou alors justement, et c'est là où va porter ma question, est-ce que tu jouais déjà ce qu'on appelle double plateau, que ce soit en France où ça se fait beaucoup ou même du côté de Saint-Thomas-More, ce qui peut aussi te permettre déjà, ce qui a aussi facilité là en l'occurrence son adaptation sur le terrain. Oui, oui, c'est ça. Bah, de toute façon, en fait, dès que j'ai commencé le foot US, au pionnier, mes deux coachs m'ont toujours dit, si tu veux jouer au plus haut niveau, il faut que tu saches jouer plusieurs positions. D'accord. Déjà, juste au pionnier, de base, j'étais en tant que running back, linebacker et des fois un peu sur la D-line. Et après en special team. Donc, je faisais quatre, si on peut C'est appeler ça ça. quatre plateaux, je faisais quatre C'est ça. plateaux. Les histoires de numéros façon NFL, ça n'existe pas dans les championnats français, entendons-nous bien. Et si franchement, en France, si tu veux être l'un des meilleurs joueurs, il faut que tu saches jouer plusieurs positions. Il faut que tu sois être un couteau suisse. Et du coup, dès que j'ai intégré l'équipe de France, c'est là où justement il y a eu un changement aussi de mes positions et que je suis devenu tight end. Et après, aux États-Unis, en high school, j'ai continué à être tight end. Et après, c'est du coup arrivé, comme tu as dit, à Virginia Tech, qu'il y a eu un changement. Et j'ai joué D-line en high school, mais j'ai jamais réellement eu un entraînement D-line en soi. J'ai vraiment commencé à m'entraîner en tant que D-line quand ils m'ont changé de position à Virginia Tech. D'accord. Et alors, du coup, on en vient à cette situation donc, où tu évolues donc, du côté du Connecticut et donc tu es classé recrue 3 étoiles. Hein, on va catégoriser un petit peu. Donc, les recrues aux États-Unis sont classées, enfin, les recrues en sortie de lycée sont classées de 1 à 5 étoiles. Les Mhm. 5 étoiles étant les plus huppées. Donc, on va dire que tu étais quand même dans la bonne moyenne. Hein. 3 étoiles, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, globalement. Et Mais c'est quand même une belle cote. ouais, ouais, j'étais 3 étoiles, mais c'est encore une fois, j'aurais pu avoir plus, Mhm. euh, mais c'est juste parce que j'ai pas pu aller au camp, par exemple, de Rivals ou de 247 aux États-Unis. J'ai pas pu aller à ces camps-là où j'avais été invité. Mais du coup, bah, quand tu vas pas à ces camps-là, bah, forcément, tu prends pas d'étoiles, tu prends pas de tout ça parce que bah, tu peux Oui, pas. t'es moins coté, ouais. Ouais. C'est un peu le même concept que les prospects en vue de la draft, quoi. C'est un peu catégorisé comme ça aussi, ouais. C'est ça, si tu te présentes, si tu viens pas où il y a justement les meilleurs joueurs, où tu montres un peu ce que tu sais faire, ton agilité, ta vitesse, etc., bah, tout ça, en fait, ça t'enlève de la cote. Donc, mais après 3 étoiles, c'est bien de ouf. Ouais, Mais encore, carrément. les étoiles, ça détermine vraiment pas, je peux t'assurer que ça détermine vraiment pas. C'est vrai que oui, si tu as 5 étoiles en général, en règle générale, c'est que t'es le top joueur. Ah oui, oui, non, Mais mais entendons-nous bien, hein, très clairement. Je catégorise pas ou quoi que ce soit. On a vu, ça se voit de toute façon, même à la draft. C'est pour ça que je prenais cet exemple-là, hein, des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes tours. C'est pas parce qu'on met une étiquette sur un joueur que de toute façon c'est avéré. Mais déjà, voilà, je le disais dans le sens où déjà très clairement, 3 étoiles.
ça veut dire que voilà, tu n'es pas non plus l'étudiant boursier, voilà, le 25e homme, on dira, de l'année. C'est quand même, tu as été un profil assez recherché par Virginia Tech. Et la preuve, encore une fois, comme je disais, c'est que c'était une université assez intéressante sur le papier. Est-ce qu'il y avait principalement Virginia Tech ou est-ce que tu avais d'autres équipes qui t'ont proposé notamment des bourses? Non, j'avais du coup, j'avais plusieurs universitaires, donc Division 1, mais encore une fois, en Division 1, tu as deux écoles de Division 1, tu as la FCS et la FBS. Mhm. Et du coup, bah, je crois que Virginia Tech, c'est FCS, je crois. Ouais, FBS, ouais. FBS, ok. Ouais, Donc, nous, on est en FBS et j'avais du coup Virginia Tech en FBS et après, en fait, j'avais plein de FCS d'accord, offer. ok. Ok. Euh, Central Michigan, par exemple, là où Antonio Brown a joué, Mhm. père, etc. Mais après aussi, j'avais plein d'intérêts. Donc, les intérêts, en fait, c'est quand une université ne t'offre pas, mais euh, ils sont intéressés par toi. Ça veut dire que pour le moment, ils n'ont pas de scholarship à te donner. Mais si tu attends le deuxième signing day, donc en février, il y a moyen qu'ils t'offrent une bourse. Ouais. Virginia Tech m'avait offert avant le deuxième signing day. Dans ma tête, j'étais bon. J'ai déjà des petites offres Division 1, j'ai Virginia Tech. À l'époque, Virginia Tech était classée dans les top 25 des écoles au niveau du foot. Je me suis dit, on prend pas le risque de perdre Virginia Tech et que même si, par exemple, les Michigan State, Syracuse, Miami, j'avais tous ces coachs-là qui me parlaient, qui parlaient à mes coachs, mais à la fin, ils m'ont jamais offert. Et Mhm. Virginia Tech était premier, j'ai fait bon. Bah, c'est Moi, je vais ça. avec ceux qui me font premier. Donc, Tout à fait, ceux qui te font confiance en premier. Tu le disais, il y a une garantie en termes de bourse, il y a un intérêt parce qu'en effet, on parle d'un programme qui est assez réputé d'un point de vue football, même d'un point de vue académique, en termes d'université ah oui, privée. Alors, c'est sûr que voilà, on ne parle pas des Stanford, des Harvard, etc. Mais si on sort de ce cadre-là, des Ivy, du côté Ivy League, etc., ça fait partie des universités assez réputées dans le domaine privé. Ouais. ah bah, c'est sûr que oui, là, dès que j'ai mon diplôme, du coup, normalement, si tout se passe bien en décembre, euh, je trouverai un job et que le foot, ça marche pas, etc. Mm. Comme ils le disent tout le temps, quand tu as un diplôme Virginia Tech, tu trouveras toujours un travail automatiquement car c'est une école tellement réputée, etc. au niveau académique, que franchement, y a pas de souci à se faire sur ça. Alors, si on reste sur l'aspect Virginia Tech, raconte-nous un petit peu, c'est quoi la semaine d'un étudiant athlète, notamment pendant la saison régulière, par exemple? Comment ça s'organise? Du coup, saison régulière, donc ça dépend. Ça va dépendre du head coach quand il préfère avoir la practice. Donc, par exemple, ça peut être le matin. Donc, si c'est le matin, en général, la practice, elle est vers les coups de 9 heures. Mais ça commence pas à 9 heures. Hmm. La practice commence à 9 heures. Mais avant tout ça, tu as plein de meetings. Donc, en soi, tu dois être au facility sur les coups de 6 heures du matin. À 6 heures à 6 heures du matin, tu dois être au facility. Euh, le petit déjeuner. Après ça, tu enchaînes avec le taping. Donc, pour les chevilles, les poignets, etc. Tu t'équipes. Et après, pars en team meeting, position meeting, etc. Tu vois à peu près les formations qu'on va jouer aujourd'hui. On révise, pardon, les formations qu'on a vues à l'entraînement d'avant. On regarde, OK, tu dois améliorer ça aujourd'hui, tu dois améliorer ça. Et après ça, du coup, on enchaîne la practice. Dès que la practice est terminée, ça dure à peu près 2 heures. Donc, selon ton emploi du temps, soit tu as classe l'après-midi, ou si tu n'as pas classe, en général, ce que tu fais, bah, tu retournes au facility, tu fais un peu d'extra, un peu d'étirement ou un peu de muscu. Ça varie. Et de temps en temps aussi, tu as une séance de muscu obligatoire pendant la saison pour toujours maintenir la forme, maintenir le speed, la force, etc. Donc ouais, ça va être pretty much
une journée typique saison. Et après, du coup, tous les vendredis, vu qu'on joue les samedis en général, tous les vendredis, du coup, en général, on prend soit le bus, soit un avion privé pour aller à l'endroit où on doit aller jouer le match le samedi. Euh, puis voilà, hein. Mais franchement, non, c'est fun. C'est long, des Mm. fois, mais c'est fun. Ah, c'est des C'est mécaniques de haute précision, après, encore une fois, hein, c'est gros programme universitaire, donc forcément, ouais, je me dis que les c'est bien meetings, calé. Ouais. les meetings, tu t'en manges beaucoup. Euh, Par exemple, je sais pas, si, comme j'ai dit, des fois, si t'as pas classe, et bah, si t'as pas classe, souvent ton coach il va te dire, bon, bah, tu viens, on va regarder un peu de film, on va corriger ça, 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 ça. Même toi, dans tous les cas, pour préparer un match à chaque saison, tu dois faire des extras, tu dois aller dans la salle, regarder un peu le film, regarder comment les O-line, pour ma position, comment les O-line bougent, où sont leurs points faibles. Donc c'est beaucoup d'analyse durant la saison. Donc c'est pareil, tu es un peu moins social, on va dire. Tu fais moins de social avec les gens, tu sors Mm. moins, etc. T'es en mission, quoi. C'est ça. Voilà, c'est si tu gagnes un match, par contre, après, dès que tu rentres, c'est la fête. C'est mais voilà. Si je prends le cas par exemple de cette année, qui a été une saison assez difficile, il n'y a pas eu beaucoup de célébrations. Mm. Donc, Oui, première année du head coach, en l'occurrence, Brent Pry du côté de Virginia Tech. Voilà, il y a une petite réorganisation, on dira, et des automatismes à trouver, mais oui, en effet, ça a été un peu plus compliqué. en général, de toute façon, quand tu as un nouveau head coach, tu regardes à peu près tous les programmes, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Faut Mm. euh, il trouve les joueurs qu'il faut, les coachs qu'il faut, et les bons alignements qui iront tous ensemble. Donc, ça prend du temps de créer un programme. Donc, franchement, c'est un bon coach. Donc, ça va arriver. Et on parlait de l'environnement du côté de Blacksburg. Alors, c'est intéressant parce que tu le disais, il y a tout un cadre autour de Virginia Tech. Encore une fois, hein, encore une fois, c'est vraiment pour recontextualiser un peu. On parle d'un programme, par exemple. Bon, c'est le programme, par exemple, de Michael Vick, hein, pour ceux qui visualisent pas forcément, pardon. Finale nationale, notamment, je crois que c'était en 2000 ou 2001. Donc voilà, encore une fois, c'est un programme qui est quand même souvent mis en avant d'un point de vue sportif, mais c'est aussi une grosse communauté, Mhm. pas mal de supporters qui sont mis en avant. Blacksburg, alors, je ne sais pas si c'est très grand, en l'occurrence, Ah, mais le de ouf. campus a l'air de prendre une place importante. Est-ce qu'on est à peu près sur l'échelle de Green Bay en NFL? C'est vraiment petit. En général, de toute façon, les grosses écoles, la plupart du temps, en fait, les grosses écoles, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est des villes étudiantes. Hmm. C'est Et vraiment, tout ce qui est autour, en fait, c'est que des étudiants la plupart du temps. Il y a des familles, il y a tout ça, mais quand c'est un gros campus, quand c'est un gros programme de division 1, la plupart du temps, c'est le campus, en fait, c'est la ville. Et donc, non, c'est très, très petit. C'est très, très petit. Après, c'est très petit, mais tu vois, tu n'arrives pas forcément à voir les mêmes gens à chaque fois, tout le temps. Il y a aussi tellement de gens quand même, ça bouge. Mais non, 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 la vie, il y a pas grand-chose à faire ici, hein. La réalité, c'est tu te lèves le matin, tu vas à l'entraînement, tu vas en cours, tu rentres chez toi et C'est c'est tout. ça. Les week-ends, tu vas, le downtown, il y a trois, quatre bars euh, par ambiance. Mais après, à 2 heures du matin, tout est éteint. Euh, c'est, voilà, c'est une petite ville, quoi. C'est ça. C'est fait exprès justement pour que tu sociabilises moins. On peut dire ça. Après, de toute façon, en plus, eux, ils ont vraiment dans une mentalité un peu old school. Virginia Tech, c'est vraiment basé sur le travail, travailler dur, etc. Donc, ils sont moins dans la hype. Donc, forcément, il y aura moins de gros trucs autour. Mais ça commence à se développer, tu vois, qu'il y a un peu plus de nouveaux buildings et d'infrastructures qui ouvrent à droite, à gauche. Donc, ça se monopolise un peu plus, de plus en plus. Mm. Et alors, je parlais un petit peu de l'ambiance. Alors, honnêtement, il faut voir certains matchs de Virginia Tech à la maison. Mm. J'ai souvenir, par exemple, d'un match contre North Carolina l'année dernière. Je crois que c'était le premier match de la saison.
Ouais. contre Samuel, oui, ça avait été une ambiance absolument dingue, d'ailleurs, avec un gros match défensif de votre part. Mhm. Et Virginia Tech, on s'en souvient surtout, enfin, on connaît, c'est très réputé également en college football, pour l'entrée des joueurs, qui se fait donc sur l'entrée de Metallica Enter Sandman. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton ressenti, tes émotions à chaque fois que tu rentres sur ce terrain, dans cette ambiance-là? Au début, tu vois, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vu les vidéos, etc. Mais je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre. J'entendais juste les bruits, le sol tremblait, les gens criaient, tu avais des feux d'artifice. C'était la folie. Et là, du coup, on s'apprête à rentrer. Et tout ce que tu rentres, tu passes du coup dans le tunnel, tu passes le tunnel et là, tu arrives sur le terrain et là, tu vois tout le monde jump, qui jump. Tu entends le sol trembler, tu sens le sol trembler, etc. Tu fais, waouh, tu fais, ah ouais, c'est une sensation. C'est même pas vraiment, tu peux même pas l'expliquer. Tu dois vraiment le vivre. Tu dois vraiment être là pour comprendre. Mais juste, déjà, la part des gens qui me disent, ouais, c'est un truc de ouf, l'ambiance. Donc, si déjà l'ambiance, juste en regardant des vidéos, vous trouvez ça ouf, c'est- en réalité, c'est 10 fois pire. C'est ouf. L'ambiance est incroyable. Et les fans, notre fanbase, elle est incroyable aussi. Vraiment, on a quasi tous nos matchs sont full. Donc, non, franchement, l'ambiance sur ce terrain, ça change des ambiances françaises, hein, je vais pas te mentir. Oui, j'ai pas de mal à le croire, en effet. Si on revient un petit peu à ta situation personnelle, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu es donc arrivé du côté de Virginia Tech recruté en tant que tight end, et tu as donc Ah. été relativement rapidement remplacé sur une position de lineman défensif, mais du coup, lineman défensif intérieur. Du coup, tu commençais un petit peu à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui a été relativement délicat dans ton apprentissage, on va dire, à 100% de cette nouvelle position? C'est quoi exactement qui a été le plus compliqué par rapport à ça? Bah, du coup, comme tu as dit, ouais, je jouais tight end. Après, en fait, au fur et à mesure, nos D-line, en fait, se blessaient. Du coup, ils avaient besoin de D-line. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah attends, moi j'ai envie de jouer. Et même les coachs m'ont dit, il y avait beaucoup, comment ça s'appelle? Le deep était vraiment énorme. Il y avait beaucoup de joueurs en tant que tight end à l'époque. Surtout qu'en plus, Oui, la euh, hiérarchie était assez fournie, ouais. il y avait James Mitchell qui maintenant joue pour les Détroits de Lions. Mhm. Euh, donc, tu vois, il y avait du level. Donc, je savais que j'allais pas encore jouer maintenant. Et bon, je vais pas te mentir, voilà, moi, fallait que je joue. Moi, dans ma tête, fallait que je joue rapidement. Et bah, on me dit, bah écoute, si tu veux, on a besoin de D-line. Il fait, bah écoute, ouais, moi je suis chaud, hein. J'ai joué un peu de D-line, je sais à peu près Mhm. comment ça joue, etc. T'as fait j'allais dire une formation de lutteur, c'est pas le bon terme, mais t'as fait pas mal de lutte a priori en lycée de ce que j'ai vu. Ouais, ça, j'ai fait du Donc a coup priori, le été. contact, ça te fait pas peur. Non, tout ça, avant tout le foot américain, etc., Mhm. j'étais beaucoup en sport de combat. Mhm. Euh, la lutte, j'avais fait déjà de la lutte à Tours. J'avais fait du judo, j'avais fait vraiment plein de sports de combat. Donc ça me faisait pas peur. Mais du coup, on me dit, bah écoute, joue D-line. Je fais, vas-y. Au début, je joue en tant que DN. Donc vas-y, tac, DN, ça se passe plutôt bien. J'apprends bah, les techniques, les bonnes techniques. J'ai vu que j'avais des lacunes. J'étais pas non plus. Voilà, j'étais pas JJ Watt encore. Voilà. Donc j'apprenais au fur et à mesure. Ça se passait plutôt bien. Et un jour, bah, un de nos 10 tackles à l'intérieur se blesse. Donc ça, on était en plein camp d'été. Et un de nos 10 tackles à l'intérieur se blesse. Et du coup, bah, en fait, là, ils se retrouvent plus qu'à, je crois, ils étaient 3 10 tackles à l'intérieur, en tout. Il y avait en deep. Donc là, ils se disent, ah ouais, non, 3 ou 4. Ils disent, ah ouais, non, là, c'est chaud, là, il nous faut d'autres 10 tackles, là. Et bah, vu que moi, déjà, même si j'étais un DN et même en tant que tight end, de base, j'étais quand même bien, j'étais bien, j'étais pas maigre, j'étais pas gros.
mais j'étais baraque. Euh, Ils m'ont dit, écoute, Will, tu veux jouer cette année ou pas? Je fais, Une question bah ouais. piège, ça. Et bah ouais. Ils me font, bon, bah écoute, on a besoin de D-linemen à l'intérieur. Tu es l'un des plus grands en DN et en même temps et aussi l'un des les plus costauds. Et on pense que on peut utiliser ton skill à l'intérieur et ça pourrait faire un vrai truc. Du coup, je fais, bah écoute, vas-y. Ah ouais. Sauf que moi, à l'époque, je faisais 110 ou 115 kilos. On me dit d'aller à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, tu te manges des double team, tu te manges des power sleep. Et là, j'avais jamais entendu ces termes-là. J'avais, moi, j'étais en tant que DN, voilà, c'est l'extérieur. Tu affrontes un seul joueur, tu auras un seul joueur sur toi. Tu essaies de le passer à l'extérieur, intérieur ou peu importe. Mais là, quand tu te manges des combos, donc en tout, tu as deux personnes qui viennent te choper Hmm. et que 100 et quelques kilos et que à elles deux, elles font plus de 300 kilos, tu fais ah ouais, mais là c'est Ouais, chaud là. des fois, la gravité est impitoyable. Je Ouais. me, je me, je me mangeais je me suis pas mangé de pancakes, mais euh, je me faisais bousculer dans tous les sens. Je faisais ah ouais, mais Hmm. non, mais là c'est chaud. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, non, faut que je commence à prendre en poids, etc. Donc après la saison commence, j'ai pas joué du coup, bah, c'était en 2020, 2020 pardon, 2022. Donc la saison commence, je suis équipé, etc. Mais je joue pas jusqu'à la moitié de saison. On a encore un de nos D-tackle qui se blesse à l'épaule. Et justement, c'est là que je commence à avoir mes premiers snaps en tant que D-tackle, en tant que Tech 3. Et bah, de fil en aiguille, première saison se passe. Première saison, à peu près 18 plaquages. Euh, euh, donc, je me suis dit, oh, bah, écoute, 18 plaquages, j'ai jamais joué à cette position de ma vie. J'étais undersize. Je faisais maximum que je crois à la fin de saison, je faisais. J'étais à 275, donc c'est le poids que je suis maintenant. J'ai vraiment beaucoup perdu. J'ai vraiment lean en ce moment. Mais ouais, du coup, 275. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on est bon là. Pour une première saison, au calme. Après, ils me disent, ah Will, t'es un peu light encore, hein, faut que tu prennes du poids. Je fais, ah ouais. Du coup, après, faut prendre en poids, hein. Je commence à manger, donc je commence à monter à 200, presque 290, donc ça fait des 130 kilos. Et là, je me sentais. Il y avait l'après, du coup, la saison était terminée. Du coup, après, tu as la saison hivernale, donc préparation physique, etc. Oh là là, je souffrais à 130 kilos, je savais plus bouger, etc. Non, je savais bouger. Mais juste le cardio, tu le sentais, tu étais bien plus fatigué, etc. Donc, ouais, ouais, ça a été tough. Ça va vraiment être ça. Ça va être vraiment la prise en masse qui a été tough. Euh, et du coup, même durant après cette saison, je l'ai senti un peu. Donc, c'est pour ça que là, je suis redescendu. Vu que maintenant, en plus, ma technique s'est bien améliorée, etc. J'ai vu mes points faibles, on les corrige et ça se passe très bien. Donc, donc ouais, là, j'ai décidé de redescendre en poids un peu pour être au top. Et puis voilà, donc ouais, ça a été la prise de masse et les premiers chocs qui ont été challenging pour moi. C'est ça. Et donc, a priori, là, cette intersaison, normalement, on va pas trop te demander de. Enfin, on verra ce qu'il en sera, hein, mais bon, normalement, on va pas te demander non plus de monter à Non, là, 300 ou. non, non, je monterai pas à 300 pounds. Ouais, Là, franchement, l'objectif, ouais, c'est de rester. Là, je suis à 275, donc ça fait du 220 et quelques. L'objectif, ça va être vraiment de rester à peu près un peu plus lourd, mais vraiment lean. Lean de la masse musculaire, vraiment lean. Euh, Comme ça, on devient un peu plus rapide, un peu plus fort, mais vraiment pas chercher à. Si je dois rester à ce poids-là pour jouer en saison, ça le fera en soi. Donc,
Donc Ça voilà. marche. Et alors, du coup, c'est un petit clin d'œil quand même, du coup, alors, parce que ma double question que je vais te poser, c'est du coup, est-ce que tu as demandé à Jeffrey Ebba des tips particuliers, vu que du coup, maintenant, vous jouez sur la même position? Non, même Pas pas, hein. avec le même gabarit, mais en tout cas, vous jouez sur la même position, hein, dans le même Non. secteur. Et du coup, est-ce qu'il y a un joueur, juste pour compléter cette question-là, dont tu t'inspires, un joueur NFL, par exemple, ou qui te sert éventuellement de modèle sur lequel tu essayes un petit peu de prendre quelques petites choses, justement, pour te perfectionner sur cette position-là? Ouais, il y a Fletcher Cox, D-line 91 des Eagles. Euh, Forcément, bah, JJ, Aaron Donald. Euh, et à chaque fois, j'oublie son prénom. Un des D-line intérieurs des Steelers. À chaque fois, j'oublie son prénom. Kevin Ward? Ouais. Hmm. Et ouais. Donc, ça va être vraiment ces trois-là que je regarde beaucoup. Fletcher Cox, parce que bah, on a à peu près le même au niveau de la size, etc. On est à peu près pareil. Euh, pour son gabarit, il bouge très bien. Donc, c'est à peu près ce que j'essaie d'être. Euh, Tout en restant un peu plus lean. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un peu le regard sur Aaron Donald, qui est, bah, en même temps, il est lean de ouf. Et il est surtout très technique et très puissant. Donc, j'essaie de vraiment chercher des petits trucs à droite, à gauche de chaque joueur pour essayer de voir là où je suis bon personnellement. Et justement, ok, je sais qu'il est bon à ça. Par exemple, Fletcher Cox, il est meilleur à ça. Donc, j'ai regardé comment il fait. Pareil pour un Donald. Donc, j'essaie de choper un peu les types à droite, à gauche. Et puis voilà. Donc du coup, si on refait un petit topo, donc du coup 2020, tu le disais, donc année plutôt hors des terrains, enfin on va dire plutôt en redshirt, en observation. 2021, quelques apparitions. 2022, solidement, un peu plus en tout cas dans la rotation. C'est Mhm. quoi l'objectif? Alors, juste pour rappeler un petit peu, du coup, donc là on enregistre cette interview donc à la mi-mars, le 17. Vous êtes lancé du coup dans la période des camps printaniers, avec du coup notamment le match du printemps qui va un petit peu, on va dire, présenter les forces en présence pour les mois à venir, non? Planter un peu le décor justement sur les batailles de position. Ouais, c'est ça. Ça va un peu montrer ce que chacun a apporté. Donc ouais, ça va être un bon game. Ça va montrer un peu aussi le depth chart, qui est où, etc. Donc ouais, ouais, non, ça va être bien. Là, on a eu, comme je t'ai dit, hein, on a déjà commencé, on a déjà eu un entraînement hier. Là, on en a un deuxième qui arrive demain. Premier entraînement s'est très bien passé pour moi. Donc voilà, faut juste être comme ils disent, faut stacking days after days. So, on enchaîne les jours après les jours puis voilà, normalement tout devrait bien se passer. Donc c'est le 15 avril pour la précision, donc le Spring Game de Virginia Tech. Avant une mini pause, on va dire, en termes de camp, hein. Tu me le disais en off, du coup, ce sera plus de la mise en condition, on va dire, jusqu'à l'été. Et du coup, bah, la reprise des camps à partir du mois d'août, si je ne C'est trahis pas ça. ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et donc le début de saison, donc à partir de la fin août, avec le premier match, je crois que ce sera contre Old Dominion. Je crois, si je ne me Ouais. trompe pas, ça devient une rivalité locale, hein, parce que je crois que vous les aviez déjà affrontés l'année dernière. Enfin, vous les retrouvez assez souvent. Donc la question à laquelle j'en venais en l'occurrence, donc du coup par rapport à ton temps de jeu, notamment en 2021 et 2022, 2023, est-ce que tu as un objectif particulier, surtout que tu ne l'as pas dit, et ça tombe bien que tu sois un homme de challenge, parce que à mon sens, la position de lineman défensif intérieur, c'est quand même la plus fournie, je trouve, du côté de Virginia Tech. C'est quoi tes objectifs pour cette saison 2023 concrètement? L'objectif, franchement, ça va être, on va dire, on va parler par game, par exemple. Ça va vraiment être d'avoir à peu près, on va dire, trois tackles, trois plaquages en mode solo, et par exemple, deux ou trois assists. Donc ça, les assists, souvent, ça serait des jeux, par exemple, dans le deep, où je poursuis la balle et que, voilà. Euh, et après, on va viser à peu près entre un sac par match. Euh, et
Pareil pour les plaquages. Je veux, par exemple, si j'ai trois plaquages, j'aimerais qu'au moins un sur les trois soit en TFL. Donc Un voilà, plaquage pour perte, ouais. un plaquage pour perte. Ça va vraiment être l'objectif parce qu'après, si en soi tu cumules tout ça, bah, tu arrives à pas loin de 30 à 40 plaquages pour un D-line intérieur. C'est des gros stats, c'est des stats qui te permettent d'être parmi les meilleurs, les All-America, etc. Du coup, par la suite, être drafté. Mm. Ça va être ces stats-là que je vise. Après, forcément, des fois, tu vises ces stats, mais il y a des trucs qui arrivent entre-temps. Donc voilà. Mais dans ma tête, pour le moment, ça va être l'objectif. Deux, trois plaquages solo, deux à trois, pareil, assist, et au moins un plaquage par game. C'est ça. Et du coup, un nombre de snaps assez conséquent pour être un des linemen les plus sollicités, j'imagine. Forcément, Tant qu'à faudra faire. pas que je sois un des D-line les plus disruptifs. Ça va être l'objectif. Donc, justement, là, on travaille pour. C'est pour ça que voilà, on a perdu toute cette masse un peu en trop pour retrouver un peu l'explosivité que j'avais, etc. Donc ouais, voilà, hein. Il n'y a plus qu'à. L'autre question que je voulais te poser, alors du coup, tu as 2 années d'éligibilité encore Ouais, du côté de Virginia Tech, puisque je le disais, donc du coup, tu as vraiment commencé à jouer avec les Hokies en 2021, donc tu peux avoir jusqu'à 4 ans, tu me disais même 5 ans d'ailleurs, je crois, tout à l'heure, tu pouvais jouer jusqu'en 2025 potentiellement. c'est ça. Et si je veux même, parce qu'à chaque fois, je pense que tu peux, selon ce qui arrive, et justement l'année Covid, etc., tu peux même, bon, certaines personnes ont 6 ans, des fois. Oui, Donc, c'est ça. On voit des carrières de plus en plus longues. Voilà. Bientôt, on voit des prospects s'annoncer aujourd'hui en NFL à 24 ans. On peut en avoir à 25, 26 dans les années à venir, en caricaturant un peu, mais oui, en tout cas, il y a cette possibilité-là. Ouais. prends le quarterback de Georgia, il a 25 ans. Il a Oui, l'âge comment il s'appelle? Lamar Jackson, hein. c'est ça. Ouais. Stetson Bennett, en Ouais. effet. Ouais. NFL, il gagne déjà des millions et lui, il est encore. C'est le foot, en fait, de toute façon, comme on dit, le succès, il vient avec le temps. euh, Chacun a son succès à son moment. Euh, et c'est un sport qui demande tellement. euh, Si t'es pas encore prêt, bah, t'es pas encore prêt. Mais ça veut pas dire que t'as pas le niveau nécessaire. C'est juste qu'il te faut un peu plus de temps pour te développer. Puis voilà. T'as quel âge aujourd'hui, Wilfred? Là, je viens d'avoir 22 ans. J'ai eu 22 ans. D'accord, ok. C'est Ouais. juste pour. J'avais pas vu le chiffre passer, donc c'est pour ça que je pose la question. J'en profite. Et justement, dans l'optique de cette draft, donc on commence à scruter un petit peu de la NFL éventuellement. Ça donne un peu quelques idées. Je crois qu'il y a un Pro Day qui s'est organisé il n'y a pas longtemps du côté de Virginia Tech. Il y a Junior AO aussi qui commence à le préparer à l'issue de sa saison avec SMU. Tu commences à récupérer quelques petits tips justement, de savoir un petit peu comment ça s'organise, tout ça. Ouais, bah justement, là, c'est lundi, là. Lundi qui arrive. Pour nous, c'est le premier jour des Pro Day. Hmm. Donc là, on le voit, il y a des anciens joueurs qui sont revenus. Les joueurs qui ont joué la saison passée, qui sont présents aujourd'hui. Euh, Il y a beaucoup donc de ouais, donc défenseurs à l'honneur d'ailleurs sur votre Pro Day. il y a pas mal de défenseurs. Du coup, ouais, non, à chaque fois, j'y vais. Spécialement si en plus il y a ma position, s'il y a beaucoup de joueurs de ma position qui vont se faire drafter, like D-lineman, pas que à l'intérieur, mais vraiment D-lineman. Et justement, c'est de regarder à peu près tous les petits drills qu'ils font. Ok, ils font ce drill-là, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça déjà, ça te prépare à quand ton jour, quand le jour se présentera. Et au moins, comme ça, je serai déjà prêt. Mentalement, je serai déjà à peu près à quoi m'attendre. Après, bien sûr, il y aura une préparation à faire avant, mais en soi ouais, je serai prêt. Ok, bah écoute, on suivra ça avec une grande attention. Juste pour terminer, peut-être, justement, on suit la NFL.
le but du jeu, c'est pas de se mouiller pour se braquer éventuellement avec des équipes, mais il y a déjà une équipe en NFL que tu suis plus particulièrement qu'une autre? Bah, en soi, non. Plus maintenant. Après, bon, bah, forcément, je vais un peu regarder plus les Rams parce que bah, Aaron Donald ou les Eagles, parce que Fletcher ou for a war, so like, les Steelers. Mais en vrai de vrai, après, il n'y a pas vraiment d'équipe en particulier que je vais regarder. Euh, à l'époque, j'en avais une, c'était les Seahawks. Parce que bon, il y avait Martin Lynch, il y avait la LOB, et en plus, bah, tu avais forcément Kem Chancellor, qui lui aussi était un alumni de Virginia Tech, un joueur de Virginia Tech. Donc, j'étais obligé un peu de. Sans le savoir, je regardais bien un joueur de Virginia Tech, C'est ça. et j'ai atterri dans son école. Et donc ouais, c'était vraiment à l'époque que je regardais les Seahawks vraiment plus que toutes les autres équipes. Et après qu'ils ont perdu le Super Bowl, après que Martin Lynch, la LOB est un peu partie, que Martin Lynch a arrêté, j'ai commencé à plus avoir de favorite équipe en soi. Ouais, c'est ça. Il y a un peu moins de personnalité, un peu moins C'est de, ça. de joueurs un peu flamboyants, on va dire, un peu en couleur. Donc, marquant, tout simplement. Et il y a un peu moins de. Bah, il y a un peu moins cette culture là. LOB, tu vois, c'était un groupe de joueurs d'une seule équipe qui vraiment marquait les esprits. Mm. Euh, et après, bah, en attaque, bah, et en même temps, en attaque, du coup, tu avais Martin Lynch. Donc, forcément, tu vois, ça faisait ils avaient un tout. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment un joueur en particulier dans chaque équipe qui marque un peu. Il n'y a plus vraiment ce truc de groupe euh, qui était la LOB ou comme ça, ou par exemple, même à l'époque avec Ray Lewis aussi euh, et, euh, et les Ravens, qui, qu'à l'époque, tout le monde avait peur parce que bah, ils avaient l'une des meilleures défenses, ils avaient des défenseurs de ouf. Donc, tu vois, il y a plus vraiment tout ce truc de collectif. C'est vraiment plus maintenant individuel. C'est pour ça que j'ai plus vraiment d'équipe favorite. Très bien. Bah, écoute, bah, merci encore en tout cas, Wilfried, d'avoir été avec moi et avec nous pour cette interview spéciale sur Touchdown Actu. On a vraiment hâte de suivre ce qui va se passer au cours de ces prochains mois, notamment au cours de cette saison 2023 du côté de Virginia Tech, hein, dans cette conférence ACC très relevée, hein, comme chaque année. Tu le disais, l'année dernière, bilan de 3 victoires, 8 défaites pour la première année de Brent Pry. Donc voilà. A priori, bon, il y a eu peut-être un petit peu moins de départs pendant l'intersaison, donc on a hâte de voir un petit peu comment ça va se passer du côté de Blacksburg. Et on te souhaite et on vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Merci, ça fait plaisir et encore merci à toi pour cette petite discussion. Bah, avec plaisir en tout cas. À très bientôt, Wilfried, on se tient au courant en tout cas.